Retrouvez les conseils d'observation de ciel et espace avec MEDAS, www.medas-instruments.com. Et accédez désormais à tous les anciens numéros de Ciel et Espace grâce à l'abonnement numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ciel-et-espace.fr. Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute des éphémérides radio de Ciel et Espace. Comme chaque mois, conseils d'observation, coups de cœur, conseils photos et petites histoires seront au programme de cette émission. Elle démarre avec la liste des phénomènes célestes observables en ce mois de mars 2021. Mars croise les Pléiades le 3, l'astéroïde Vesta passe à l'opposition le 4, Jupiter, Saturne et la Lune se lèvent ensemble le 10, un très fin croissant de Lune est observable à l'ouest le 14, et la Lune encore s'invite entre Mars et Aldébaran le 19. Nous nous attarderons sur tous ces événements et pour les commenter, je serai accompagné comme chaque mois par Cyril Birnbaum et Sébastien Fontaine. Cyril nous dévoilera sa chronique photo en deuxième partie d'émission et Sébastien dévoilera le thème de sa chronique historique dans quelques secondes. Messieurs, bonjour. 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 Alors Sébastien, je me tourne vers vous comme chaque mois. C'est vous qui démarrez cette émission en nous racontant une anecdote liée à l'histoire de l'astronomie. Aujourd'hui, quel est le sujet de votre chronique ? Alors c'est presque un coup de cœur en plus qu'une petite anecdote historique. Je vais parler un peu du film Les Flammes du Soleil qui avait été réalisé par Bernard Liot. Alors Bernard Liot, vous le connaissez, c'est un astronome français qui était né en 1897 et mort en 1952. Il est d'ailleurs au Père-Lachaise, non loin d'autres scientifiques de renom. Et Bernard Liot, eh bien, il a vraiment marqué son empreinte pour l'observation du Soleil, notamment à l'observatoire de Paris-Meudon et aussi à l'observatoire du Pic du Midi. Rappelez-vous, on parlait du Pic du Midi le mois dernier. Et donc Bernard Liot a pour la première fois mis les pieds sur le site de l'Observatoire du Pic du Midi en juillet 1929 et très vite il se rend compte de la qualité du ciel et il décide d'en profiter pour mettre au point des observations de la couronne solaire en dehors des éclipses. C'est là vraiment le défi. Alors le principe du coronographe est apparemment simple. Il s'agit de créer des éclipses artificielles de soleil afin d'étudier la couronne solaire. Alors en théorie, si on place au foyer d'une lunette un disque occulteur pour cacher la brillante surface de l'étoile, on doit pouvoir observer la couronne. Mais en pratique, eh bien, plusieurs problèmes demeurent et rendent impossible le résultat, car même si la surface du Soleil est masquée, le ciel reste trop lumineux pour laisser voir la couronne. Et ouais, la brillance du ciel vaut à peu près celle de la couronne. Alors dans le cas d'une vraie éclipse, le ciel devient naturellement suffisamment sombre pour permettre l'observation. D'ailleurs, je pense que vous avez tous en tête au moins l'éclipse de 1999. Celle qui était visible dans le nord de la France. Et souvenez-vous, pendant la totalité, eh bien, à l'œil nu, sans aucune protection, on voyait donc à l'œil nu certaines protubérances. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la marque de certaines éclipses. Ceux qui ont vu plusieurs éclipses de soleil se rappellent de la présence ou non des fameuses protubérances. Donc pendant très longtemps, jusqu'à l'invention du coronographe, pour étudier la couronne solaire et notamment les protubérances, il fallait courir les éclipses. Donc j'ai parlé de la brillance du ciel qui est un petit peu embêtante pour observer la couronne de l'étoile. J'ajoute aussi que les poussières de la basse atmosphère terrestre diffusent la lumière du soleil et auréolent l'étoile d'une forte luminosité, ce qui rend d'autant plus invisible la fameuse couronne. Alors cependant, avec l'altitude, ce phénomène s'atténue assez rapidement. Et c'est ça qui va motiver encore plus Liot à conduire ses essais à plus de 2800 mètres d'altitude, donc sur le site du Pic du Midi, où on est à la recherche d'un ciel dit coronal. Les gens qui font de la randonnée en montagne le savent, à mesure que vous prenez de la hauteur, eh bien, le ciel devient de plus en plus sombre. Je parle d'une ascension diurne, en pleine journée. Vous avez le ciel qui est d'un bleu délavé au niveau de la plaine et qui s'amplifie. Le ciel devient d'un bleu profond à mesure que vous prenez de la hauteur. Eh bien, cet effet dit de ciel coronal est une garantie supplémentaire pour entamer ce genre d'observation. Alors, notre ami Bernard Liot
va tester sur le site du Pic du Midi ce qui bientôt s'appellera un coronographe, et c'est durant l'été 1930 qu'il va déceler à l'oculaire et à plusieurs reprises les fameuses protubérances. Ça, c'est une première mondiale. Pour la première fois de l'histoire, on observe des protubérances en dehors d'une éclipse totale de soleil, et sa campagne d'observation de l'été 1931 donne vraiment pleine satisfaction à son système optique, et la communauté scientifique à l'époque applaudit ses exploits. Léo devient extrêmement célèbre, vraiment. Il fait parler de lui dans le monde entier, et sa notoriété entraîne évidemment celle du Pic, et le point culminant de la notoriété, le point d'orgue de ses observations du Soleil, c'est la présentation en 1935 de son film, j'en parlais tout à l'heure, mon petit coup de cœur, le film Les Flammes du Soleil, commenté par Paul Couder, certains le connaissent encore aujourd'hui, et ce film que l'on trouve sur le site du CNRS, ou qu'on trouve facilement sur différents moteurs de recherche, c'est un film qui dure quelques minutes, c'est très court, et bien vous avez vraiment la magie de ces observations du Soleil, et aujourd'hui encore, plus de 80 ans après la réalisation de ce film, eh bien les images restent d'excellente qualité et font toujours rêver. Donc voilà, mon petit conseil là, c'est d'aller tout de suite voir ce film et d'apprécier aussi les commentaires avec l'accent inimitable de Paul Couder. Voilà, observation de la couronne par Bernard Liot au Pic du Midi. Tu m'as eu, Sébastien, parce que je voulais parler des commentaires qui sont incroyables. C'est-à-dire que c'est le moment où il y a les premiers buildings, donc qui font des association entre la taille des protubérances et les buildings avec un accent pas possible, et c'est vraiment incroyable. Ouais. C'est un magnifique film qu'il faut absolument voir. Et pour parler de Bernard Liot, on peut citer aussi le fait que c'est le télescope de 2 mètres au Pic du Midi a été nommé télescope Bernard Liot en son honneur. Ah oui, tout à fait. Et si vous avez l'occasion aussi de vous balader prochainement sur Meudon, sur le site de l'Observatoire de Paris-Meudon, eh bien vous avez l'occasion aussi de voir de ci de là d'anciens filtres et diaphragmes de Liot qui lui ont permis vraiment de concevoir son coronographe, parce que je l'ai pas précisé, mais le coronographe il a vraiment étudié, il a construit vraiment sur le site de l'Observatoire de Paris-Meudon, et il montait les instruments au Pic du Midi avant d'avoir un coronographe à demeure, notamment sous la coupole Baillot au Pic du Midi. Mais voilà, il a beaucoup étudié l'instrument vraiment à Meudon. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'aller en pèlerinage à Meudon et au Pic du Midi, voilà, sur les traces de Liot et pourquoi pas de Paul Couder. Très bien, alors on commence maintenant notre déroulé des phénomènes célestes du mois avec Mars qui passe très près des Pléiades le 3. Cyril, j'imagine qu'il faut des jumelles peut-être pour en profiter au mieux ? Oui, c'est l'instrument idéal là, c'est des jumelles. C'est-à-dire que si vous prenez un télescope, ça va trop grossir. Une lunette, pareil. Donc, il faut quelque chose d'une courte focale et un petit grossissement. Donc effectivement, une paire de jumelles, c'est parfait. C'est-à-dire que vous allez avoir la planète Mars, donc un point rouge en fait, à 2 degrés des Pléiades. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que on était habitué à une Mars très près depuis l'opposition il y a quelques mois. Là, elle est 4 fois plus petite en diamètre. Elle est à plus d'une fois et demie la distance Terre-Soleil, donc elle est vraiment très très loin de nous. Donc vous attendez pas aussi, si vous sortez un télescope, à voir les canaux et les très belles images de Schiaparelli, oui, par exemple, ou je pensais plus proche de nous, qui avait été faite au Pic du Midi par Thierry Legault, François Collat et avec les traitements de Jean-Luc Dauvergne. Et donc là, ça reste vraiment une tête d'épingle rouge à côté donc de ces 7 étoiles qu'on voit assez facilement et à 2 degrés, donc très très proche. Ça vaut le coup par contre de faire une photo ce soir-là. Là, il va falloir sortir une monture équatoriale, un télescope d'au moins 50 cm de focale ou 1 mètre de focale, d'être au foyer, c'est-à-dire que directement l'appareil incorporé donc à la place de l'oculaire, et de faire plusieurs
plusieurs pauses de plusieurs secondes, parce qu'en fait l'intérêt de le prendre en photo, ce phénomène, c'est que vous allez mettre en évidence la nébulosité qui est autour des étoiles, alors que ça vous ne le verrez pas ni à l'œil nu, ni à travers des jumelles, ni à travers un télescope. Donc pensez à faire une photo si vous êtes équipé. Et une photo, c'est un temps de pause de combien typiquement pour là, c'est plutôt des temps de pause additionnés, c'est-à-dire que je mettrais bien une vingtaine de pauses de 20 à 30 secondes, ou voire un peu plus, les unes au-dessus des autres pour arriver à avoir quelque chose, en montant bien en sensibilité quand même. Très bien, donc ça c'est le conseil de Cyril Birnbaum pour le spectacle du 3. Le 4, c'est le passage à l'opposition de Vesta. Sébastien, pour les auditeurs qui débutent en astronomie, deux questions très simples. Qu'est-ce qu'une opposition et qu'est-ce que Vesta ? Alors une opposition, ça va concerner globalement des planètes, mais aussi un astéroïde, puisque Vesta est un astéroïde. Donc une opposition, c'est un alignement entre le Soleil, la Terre et une planète. Et on peut préciser que lors d'une opposition, eh bien, les longitudes géocentriques du Soleil et de la planète diffèrent de 180 degrés. Ça veut dire quoi en français ? Eh bien concrètement, ça veut dire que si par exemple Vesta est à l'opposition, ça veut dire qu'elle va se lever quand le soleil va se coucher, et Vesta n'ira se coucher que quand le soleil se lèvera, un petit peu comme une pleine lune. Donc Vesta est un astéroïde, c'est le 4e astéroïde à avoir été découvert. Il a été découvert en 1807 par Olbers. On a déjà parlé de cet astronome à propos du paradoxe de la nuit noire, donc je ne développe pas. Mais voilà, donc ça c'est une époque 1807 où on commence à découvrir des astéroïdes. Pour la petite histoire, rappelez-vous, le premier à avoir été découvert, c'est Cérès. Il a été découvert au 1er janvier 1801 par Giuseppe Piazzi à Palerme. Et donc voilà, donc Vesta, un astéroïde de 530 km de diamètre. Et ce qui est assez amusant, c'est que bien qu'il est plus petit que Cérès, Cérès c'est quasiment 1000 km de diamètre, et bien Vesta est assez clair, il réfléchit assez bien à la lumière du soleil, et ça veut dire qu'il est assez lumineux. Il a une magnitude alors qui varie un peu, mais donc là actuellement il a une magnitude de plus 5, ça veut dire qu'on peut théoriquement le voir à l'œil nu. Vous vous rendez compte ? Et pour la petite histoire, Vesta est parfois plus brillant qu'Uranus. Alors souvent à ce micro, je m'amuse, je critique facilement les gens qui cherchent à voir Uranus dans le ciel, ce que je ne fais jamais. Voilà, dorénavant, je mets un point d'honneur à ne pas chercher Uranus à l'œil nu. Voilà. Eh bien, je mettrai également un point d'honneur à ne pas chercher Vesta à l'œil nu, bien que en théorie, la chose soit tout à fait possible. Pour la petite anecdote, Vesta aura vraiment un éclat encore plus fort au mois d'août 2022. Une opposition plus intéressante en 2022, où là on prévoit une magnitude à peu près inférieure à 6. Enfin voilà, ça pourra valoir le coup. Donc ça sera encore mieux que maintenant. Toujours est-il que voir Vesta dans une paire de jumelles, c'est tout à fait possible. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun détail, aucune coloration, donc vous allez facilement le confondre avec une étoile. Donc le truc, comme toujours, c'est d'essayer d'observer Vesta sur plusieurs nuits ou plusieurs semaines consécutives, de manière à essayer de noter un déplacement par rapport aux étoiles qui seront fixes par rapport à lui. Certains me diront, mais alors autant employer un système GOTO. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des télescopes avec une assistance électronique et d'aide au pointage tout à fait performante, mais là encore, si vous observez à l'oculaire, eh bien, vous aurez bien du mal à différencier l'astéroïde des étoiles sans avoir une bonne carte de champ stellaire sur les genoux avec votre lampe frontale rouge vissée sur le front à l'ancienne. Vous allez pouvoir essayer de trouver vraiment Vesta parmi les étoiles. Alors, si j'ai encore quelques instants, là nous sommes dans la constellation du Lion, une constellation très facile. Je sens que vous allez vous échapper. Ah oui, je prends l'échappée, là, c'est parti. Rappelez-vous la constellation du Lion, donc certains reconnaîtront plutôt dans les principales étoiles du Lion l'image d'un fer à repasser. Donc ce fer à repasser, il se trouve sous la casserole, cette fausse grande ours. Donc le Lion, étoile principale Régulus, magnitude 1,36, une étoile de premier ordre, une étoile très lumineuse qu'on voit à l'œil nu dans les grandes rues d'une ville comme Paris. Elle fait partie des étoiles les plus lumineuses du ciel. Et moi, ce que je vous propose de regarder plutôt dans le Lion, ce n'est pas Régulus ou encore Vesta, mais c'est ce qu'on appelle le triplet du Lion. Il y a dans le Lion, synonyme de printemps pour beaucoup d'observateurs, de nombreuses galaxies. Et le triplet du Lion, eh bien, c'est une petite région du ciel
où côte à côte en apparence vont se trouver 3 galaxies, M65, M66 et NGC 3628. On est à des magnitudes d'environ 9 pour ces 3 objets, donc on ne peut pas les voir à l'œil nu, bien entendu, mais avec un modeste instrument d'initiation, on peut les mettre en évidence avec un instrument de 100 mm d'ouverture, avec un grossissement de 45 fois. Et bien, ce qu'il y a de tout à fait étonnant, c'est d'avoir ces 3 galaxies dans le même champ. C'est ça qui fait l'intérêt vraiment de ce type d'observation. Ces 3 galaxies sont des spirales qui se trouvent à environ 35 millions d'années-lumière de nous. Et donc, chose étonnante, si vous regardez attentivement ces galaxies, eh bien vous constaterez que M65 est vu de 3/4, M66 est vu d'un petit peu plus de face, si j'ose dire, et puis NGC 3628 est carrément vu de profil. Donc c'est un triplet d'observation, enfin un triplet de galaxies qui s'observe très confortablement avec un instrument supérieur à 200 mm. Voilà, donc ça c'est vraiment une observation que vous pouvez tenter de faire, même si le ciel n'est pas totalement dépourvu de pollution lumineuse. C'est quelque chose que l'on peut tenter de voir aussi en zone urbaine ou périurbaine, voilà, avec un instrument en tout cas assez ouvert. Voilà, donc je vous invite à tenter de voir Vesta et puis de regarder ces fameuses galaxies. Eh bien, vous nous avez fait passer en quelques minutes des astéroïdes aux galaxies. Bravo Sébastien. Belle performance. Allez, on passe au 10. Le matin, Jupiter, Saturne et la Lune forment un beau triangle. Sébastien, je vous laisse la parole. C'est une observation à faire à l'œil nu ? Oui, bien sûr. Alors, on a donc Saturne, Jupiter. Alors, le problème, c'est que ça va se passer, donc, vous le disiez, au petit matin, donc dans la direction du sud-est. Jupiter sera quand même très basse au-dessus de l'horizon. La planète se trouvera à environ 3 degrés de hauteur 1 heure avant le lever du Soleil. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le retour de Jupiter finalement. Ça fait 1 mois et demi, 2 mois qu'on ne la voyait plus. On avait pu la voir disparaître dans les lueurs du couchant à la fin du mois de janvier. Et puis là, voilà, on la retrouve au petit matin. Et moi j'aime bien retrouver Jupiter, je sais pas, il y a déjà un petit air d'été qui flotte dans ce ciel du matin. Donc une Jupiter toujours éclatante, une planète dont l'observation instrumentale n'est pas forcément des plus pertinentes, puisque je le disais, Jupiter va être très basse au-dessus de l'horizon. Et vous aurez forcément des images fortement dégradées, non pas par la naissance du jour, mais par les brumes et la turbulence atmosphérique qu'on a nécessairement au ras de l'horizon. Saturne, quant à elle, est un petit peu plus haute, 6 degrés de hauteur. Et si vous observez sur plusieurs matinées consécutives, et bien là encore, vous verrez également la Lune se rapprocher de Saturne et de Jupiter à mesure qu'elle va s'approcher de sa phase de nouvelle Lune. Est-ce que Cyril, c'est un phénomène qui mérite d'être photographié ou on passe son tour ? Qu'est-ce que vous feriez le 10 ? Vu que c'est le matin, moi personnellement, je passerai mon tour parce qu'il sera trop tôt, mais ça peut se tenter. Hein. C'est-à-dire que si vous êtes insomniaque, ça vaut le coup quand même d'essayer. C'est-à-dire qu'il faut quand même la fenêtre de tir est très courte. C'est-à-dire que la Lune ce jour-là, donc le 10 mars, va se lever à 6h27 hein, et avec le Soleil qui suit tout de suite après. Vous allez avoir en gros 15-20 minutes pour prendre l'image. Ça veut dire qu'il faudra que vous soyez prêt avant que la Lune se lève. C'est-à-dire que là, il va falloir une focale de 100 mm à peu près pour avoir à la fois Saturne, le fin croissant de Lune, cette lumière, je suis pas sûr de l'avoir encendrée, mais au moins d'avoir les 10% le fin croissant, et Jupiter. Faudra bien faire attention à la mise au point avant, forcément. Vous aurez un horizon, il faut que l'horizon soit dégagé, qu'il soit pas brumeux, donc pas à côté d'un lac, par exemple. Si vous êtes en montagne, il va falloir penser à monter en haut de la montagne, au sommet, pour arriver à avoir cet horizon dégagé, parce que comme Sébastien l'a dit, c'est 6 degrés au-dessus de l'horizon, c'est vraiment très très court. Donc faut être sûr de son coup, soit habiter sur la côte est de la Corse, et là ça marche, c'est-à-dire que vous avez l'horizon est dégagé. Si vous habitez en Bretagne, c'est raté, et si vous habitez dans les terres, faut être sûr de son coup. Voilà. Très bien, donc difficile quand même, plus difficile encore hein, finalement, je pense, l'observation que nous vous proposons le 14, puisque ce soir-là, Cyril, il y a un très fin croissant de lune à chasser dans le crépuscule. C'est jouable ? Alors moi j'ai jamais réussi.
mais c'est jouable. Il y en a qui y arrivent. Alors jamais réussi, c'est pas vrai en fait. C'est que la difficulté, c'est la mise au point. Il y a pas mal de difficultés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait pas trop de turbulences, un horizon dégagé, qu'il fasse très très beau, qu'il n'y ait pas de brume, etc. La Lune là, elle est éclairée à un peu moins de 2%. Donc c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment un très fin croissant. C'est-à-dire que vous attendez pas à avoir des cratères, une résolution pas possible. On a un cil lunaire. Oui, c'est très très léger. Le soleil lui se couche un petit peu avant 19h. À ce moment-là, la Lune est à 10 degrés au-dessus de l'horizon, donc c'est pas lourd. Enfin, c'est pas haut, voilà, forcément. Mais il faut quand même attendre. C'est-à-dire que là, vous la voyez pas encore. C'est-à-dire que le fond de ciel est plus lumineux que ce fin de croissant éclairé à 2%. Donc il va falloir, je pense, attendre vers 19h25, 30, et vous aurez quelques minutes pour prendre en photo la Lune. Alors là, pareil, c'est-à-dire que c'est pas la peine de prendre son grand angle ou son 50 mm. Là, il faut carrément sortir l'artillerie lourde. C'est-à-dire qu'il vaut mieux prendre un télescope ou une lunette d'1 mètre de focale ou voire 2 mètres de focale, d'être au foyer et d'y aller franchement. C'est-à-dire monture équatoriale qui a déjà été mis en station, donc la veille. C'est-à-dire que là, tout est aligné. Vous avez déjà repéré la mise au point parce que là, tout vibre sur l'horizon. C'est-à-dire que vous avez, comme à la plage, un horizon avec de la turbulence atmosphérique, enfin une vibration pas possible. Donc, faut arriver à faire la mise au point. Vous avez à peine le temps, je pense, d'aller sur une étoile au-dessus ou de viser Mars pour faire la mise au point. Donc, ça vaut le coup d'essayer, mais bravo si vous y arrivez. Ah, bravo si vous y arrivez. Et si vous y arrivez, envoyez la photo à Ciel et Espace à l'adresse ouvertlanuit@cielespace.fr et peut-être qu'on pourra la publier dans les pages du magazine. On passe à l'événement du 19. La Lune rejoint Mars près d'Aldébaran. Tout se passe évidemment dans la constellation du Taureau. Là encore, un spectacle qui sera assez joli dans les jumelles probablement, Sébastien. Ah ouais, c'est vraiment une très belle région du ciel. Petit bémol pour la Lune, on est quand même assez proche du premier quartier. J'aurais préféré un croissant de Lune plus fin avec une lumière cendrée. Et c'est peut-être ce qu'on aura d'ici 1 ou 2 mois, lorsque la Lune pourra traverser les Hyades dans la constellation du Taureau, voilà, à la fin du printemps, en début de nuit. Oui, je bafouille un peu parce que je me rends compte que là c'est la dernière nuit de l'hiver, figurez-vous. Et oui, c'est le printemps qui arrive, et on n'y pense pas trop. Donc, profitez de cette jolie nuit d'hiver pour regarder effectivement en direction de la constellation du Taureau. Donc, vous avez donc cette jolie étoile Aldébaran, l'œil rouge du Taureau, les Hyades, donc cet amas ouvert. Si je ne me trompe pas, c'est le plus proche amas ouvert d'étoiles si on néglige le septentrion de la Grande Ourse, qui est également un amas ouvert mais un peu particulier. Et je dis ça parce qu'Aldébaran, l'étoile rouge, qui est en concurrence directe avec Mars, la rouge, qui n'est pas très très loin, la distance angulaire entre Aldébaran et Mars sera d'à peu près 7 degrés. Bon, c'est quand même une belle distance, mais il n'empêche que c'est intéressant puisque la Lune va essayer de s'interposer entre ces deux rouges. Donc ça peut être assez joli à regarder effectivement aux jumelles. Puisque voilà, dans les jumelles, vous aurez un champ suffisamment large pour apprécier la scène, quasiment le grand écart entre Aldébaran et Mars dans le champ de vos jumelles. C'est presque jouable pour la plupart des jumelles en tout cas. Et puisque la Lune est en premier quartier, est-ce qu'on peut pas parler un petit peu de la Lune ? Qu'est-ce qu'il y a à voir de joli à ce moment-là ? Ouais, alors toujours la même chose. Alors, en premier quartier, ce qui est toujours intéressant, c'est de regarder le long du terminateur, donc cette frontière jour-nuit sur la Lune. Et si on commence sur le bord plutôt ouest, côté Mars, si je puis dire, vous allez toujours en longeant le terminateur, tomber sur 2 cratères extrêmement connu, Aristote qui est vraiment qui va vous montrer une partie éclairée par le soleil puis une autre qui est encore dans la nuit. Donc un lever de soleil sur une partie du cratère Aristote, Eudox également. Et le deuxième cratère très emblématique de cette région lunaire. Et puis si vous continuez toujours le long du terminateur en vous éloignant d'Aristote et d'Eudox, vous tombez sur la mer de la Sérénité, qui elle aussi se trouve en partie encore plongée dans la nuit. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de
cherchez un élément du paysage lunaire, peu importe si vous ne le nommez pas, mais vous le regardez attentivement et vous essayez de voir les ombres progresser dans le fond d'un cratère, par exemple. On peut rapidement, quelques dizaines de minutes d'observation, voir réellement les lumières, les ombres changer à la surface de la Lune. Si on continue encore un petit peu notre balade le long du Terminateur, vous allez croiser les 3 cratères emblématiques que sont Théophile, Cyril, les 3 des endroits fabuleux. Alors ces cratères-là seront déjà pas mal éclairés par le soleil. Voilà, donc vraiment beaucoup de formations à observer. Et voilà, une fois encore, visez plutôt du côté du Terminateur. C'est là où les contrastes sont les mieux révélés, puisque la lumière du soleil est rasante et donc les reliefs sont parfaitement mis en relief. C'est le cas de le dire. Très bien, merci beaucoup. C'est désormais l'heure de la chronique photo de Cyril. Vous nous invitez donc chaque mois à réaliser une photo du ciel en nous donnant des conseils pour la réussir, ou des conseils d'observation tout simplement. Ce mois-ci, quel est votre conseil ? Ce mois-ci, je vais vous parler des panoramas. Comment réussir un panorama. Et alors, non pas sur le traitement après, mais plutôt sur la prise de vue, en fait. Parce que la difficulté, en fait, c'est que souvent, tout n'est pas complètement calé, donc ça devient compliqué après, en traitement, de s'en sortir. Et réussir un bon panorama, en fait, c'est d'être rigoureux au départ. Et il y a quelques astuces qui permettent de faciliter les choses. Donc, ce qui est sûr, c'est que pour faire un panorama, il faut une rotule, c'est-à-dire qu'il faut un trépied photo avec une rotule qui pivote horizontalement, ou verticalement d'ailleurs, souvent c'est les deux, mais qui est fluide, on va dire, sur l'horizontal. Première chose à faire, ça va être d'utiliser un niveau à bulles. Alors il y a effectivement le niveau à bulles qu'on a, celui de maçon qui fait 1 mètre, donc ça c'est pas très pratique. Il existe des petits niveaux à bulles qui font quelques centimètres, qui se posent où vous voulez, bien sûr. Il y a votre téléphone aussi, le téléphone marche très bien, c'est-à-dire quand on est un peu perdu, on peut s'en sortir avec son téléphone. Donc première manip, c'est de positionner la base du trépied, c'est-à-dire que les 3 pattes du trépied horizontalement sur le sol. Deuxième partie après, c'est de la même façon d'utiliser en fait, de positionner la rotule et de mettre un niveau aussi sur la rotule pour qu'elle soit aussi à l'horizontale. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a quand même des gadgets qui sont très utiles pour réussir ces photos. C'est-à-dire qu'il existe en fait des équerres qui s'adaptent à l'appareil photo et qui font en fait une sorte de plaque intermédiaire entre l'appareil photo et la rotule. Ce qui va vous permettre en fait sur cet équerre de positionner l'appareil soit de façon horizontale en mode portrait, soit en mode paysage, sans toucher au reste du trépied. C'est-à-dire que votre trépied est positionné et vous passiez en mode portrait ou en mode paysage. Il ne faut pas tout régler à nouveau. Vous n'êtes pas obligé de tout régler et ça simplifie les choses. Après, il y a quelques astuces, c'est-à-dire qu'il faut être, je le disais tout à l'heure, rigoureux. Un des bons principes, c'est de faire toujours la même chose. C'est-à-dire que la difficulté après, quand vous regardez vos images, c'est que vous savez plus forcément quelle est la première image ou quelle est la dernière. Si celle-ci, elle est réussie ou si, vous l'aviez doublée parce que vous aviez un petit peu donné un coup quelque part dans le trépied où il y a eu un coup de vent. Donc il faut effacer systématiquement les photos ratées pour pas les garder, sinon vous allez perdre un temps fou. Et il est préférable de démarrer, avant de démarrer la première image, vous en faites une à blanc, mais vraiment à blanc, c'est-à-dire que vous prenez votre frontal, votre lumière, et vous faites une première image de la lumière, ou enfin d'un truc qui vous identifie à partir de la suivante, c'est ma première image. Jusqu'à la dernière, et vous faites pareil, après cette image, une image blanche pour vous dire après cette image, c'est ma dernière aussi. Donc ça facilite déjà, comme ça vous avez identifié les 10, 15, 20 images qui vont vous servir pour faire le panorama. Autre chose importante, ça va être d'avoir au moins 30% d'images qui correspondent à l'image suivante. C'est-à-dire que vous tournez, vous faites pivoter, mais vous débrouillez pour qu'il y ait une bonne partie en fait de l'image qui se retrouve sur l'image suivante. Et pour faire ça, il y a une bonne astuce, c'est d'avoir un stylo genre Tipex ou un stylo feutre qui est écrit sur la rotule, sur la plastique, c'est-à-dire d'identifier en fait de combien vous allez tourner votre rotule
Parce que vous êtes dans la nuit, alors à moins d'acheter une rotule, une tête panoramique, hein, c'est une solution, mais avec une tête normale, ça marche aussi. Et vous pouvez identifier en dessinant des petits index tout autour de votre rodule, et en tournant, vous allez comme ça savoir automatiquement, clac, j'ai bougé de 15 degrés, puis 15 degrés, puis 15 degrés, etc. Voilà quelques astuces pour s'en sortir mieux. Très bien, écoutez, si vous réussissez des panoramas, idem, vous pouvez nous envoyer les photos à ouvertlanuit@cieletespace.fr. Nous approchons de la fin de cette émission. Cyril, Sébastien, c'est le moment de nous dévoiler votre coup de cœur. Un astre, un livre, une exposition, une mission spatiale, un festival, un astronome, je ne sais quoi. Vous pouvez choisir à peu près ce que vous voulez dès lors que ça a un rapport évidemment avec l'astronomie. Sébastien, c'est à vous de choisir. Alors moi j'ai choisi une étoile, mais c'est une étoile plutôt visible en hiver. Alors là, durant les premiers jours du printemps, la belle affaire. Mais ça vous laissera le temps de préparer l'observation de l'étoile cramoisie. Je ne sais pas si ça vous parle, cette étoile cramoisie. Pas du tout. R-LEP, dans la constellation du Lièvre. Le Lièvre sous la constellation d'Orion, non loin de l'Éridan, donc ça se trouve bas dans le ciel d'hiver. Alors tout le monde sait que les étoiles sont colorées, puisque à l'œil nu, on voit des étoiles colorées avec une paire de jumelles, elles sont des centaines à présenter leurs couleurs. Au télescope, j'en parle même pas. Et il y a un petit jeu chez les astronomes, en tout cas amateurs, c'est de trouver les étoiles les plus colorées. Eh bien, moi, alors je sais que c'est pas toujours objectif, mais je pense avoir trouvé l'étoile la plus rouge possible. Et pour moi, c'est cette étoile de la constellation du Lièvre. Alors c'est une étoile qui se trouve à 1350 années-lumière. Vous allez me dire, c'est peut-être pas très brillant, quoique ça veut rien dire. C'est une étoile, c'est une périodique. Alors le truc, c'est que voilà, donc sa magnitude varie de 5,5 à 11,7. Ah oui. Actuellement, là, pour le mois de mars, elle est à 8. Mais il ne faut pas se laisser abattre par la magnitude qui est parfois difficile à atteindre. Bon, 11,7, j'avoue que c'est un sacré challenge. Mais la période est de 427 jours. Et je dis ça parce que en fait elle est au plus rouge quand sa luminosité est la plus faible. Donc en gros tous les 14-15 mois, eh bien on peut constater sa luminosité qui varie, c'est une variable, mais également sa teinte qui s'accentue et je vous assure, pour l'avoir observé à de nombreuses reprises, quand elle est au plus rouge, alors c'est pas un rouge très vif, c'est vraiment rouge cramoisi, c'est le terme qu'on lui donne très souvent, c'est presque bordeaux. C'est vraiment étonnant. Et là, quand je rends un petit hommage à Youssef, c'est un astronome amateur que j'avais rencontré au Maroc, alors que j'accompagnais des voyages pour Ciel et Espace d'ailleurs, et peut-être que certains auditeurs d'ailleurs faisaient partie de ces voyages. Et ce garçon, un soir, alors là j'étais étonné, il a pris le télescope et il a pointé cette étoile que je ne connaissais pas. Et c'était une grande leçon pour moi parce que d'une part j'ai appris l'existence de cette étoile rouge, et puis surtout une grande leçon parce que je m'y attendais pas, parce qu'on me donne une leçon d'astronomie finalement, moi qui pérorais avec toute ma science depuis 3 jours. Et bien ce garçon devait m'écouter bien sagement sans rien dire, et hop, le 4e soir il a pointé cette étoile, ça m'a bluffé et je le remercie grandement. Donc voilà, donc l'étoile cramoisie, R-LEP, une étoile donc qu'il faut observer avec un instrument d'observation bien sûr pour en apprécier toute la couleur, mais un instrument modeste et suffisant pour voir la couleur très rouge de cette étoile. Avec une lunette de 60 mm, on commence déjà à suivre sa variation d'éclat et de couleur. Voilà, donc ça c'est vraiment une étoile très chouette à regarder, R-LEP dans le Lièvre. Très bien, merci Sébastien. Cyril, quel est votre coup de cœur ce mois-ci ? C'est un coup de cœur sur des vidéos. Il se trouve que durant le confinement, il y a beaucoup de musées avec des planétariums qui ont été bloqués parce que le public ne pouvait pas venir. Et ils ont réussi à exister sur la toile, en quelque sorte, en fabriquant des vidéos, en fabriquant des activités. Alors, ça pouvait être des activités comme des recettes de cuisine, astronomie et gastronomie. Vous l'avez fait aussi dans Ciel et Espace. Ça, c'est le planétarium de Strasbourg. Ça pouvait être des vidéos, comme le planétarium de Toulouse, comme le planétarium de la Cité des Sciences, du Palais de la Découverte. Et il y a un planétarium où j'ai été complètement bluffé des vidéos qu'ils ont faites. C'est le planétarium de Nantes. Donc c'est un planétarium où ils doivent être 4-5, ils sont pas beaucoup, surtout 3 animateurs, et il y a un des animateurs
qui, je pense, pendant le premier mois de confinement, s'est attaqué à Premiere, au logiciel de montage. Le deuxième mois, il a dû s'attaquer à la post-production, donc les After Effects ou autres logiciels. Et le troisième mois, il a commencé les vidéos. Et c'est bluffant. C'est-à-dire qu'on comprend qu'il est chez lui, dans son jardin ou dans sa cuisine. Il est capable de faire atterrir un vaisseau dans son jardin. Il est capable de partir en tenue de cosmonaute sur la Lune. C'est véritablement comme un blogueur, sauf que c'est peu connu, parce que c'est pas un blogueur avec des millions d'internautes qui le suivent. Là, c'est un planétarium d'une ville de Nantes, et je vous invite vraiment à aller voir ces vidéos. C'est dans une rubrique qui est le ciel du week-end. Il y a une dizaine de vidéos, alors il y en a, je pense qu'ils en rajoutent au fur et à mesure, et vous allez avoir la rotation de la Terre, vous avez les planètes, la station internationale, vous en avez une sur la Lune qui est très amusante. Il y a pas mal d'activités qui sont associées à ça, donc c'est vraiment un bon moment, et vous pouvez le faire en famille aussi. C'est ça ce qui était intéressant, c'est-à-dire que ça part pas n'importe comment. C'est très cadré, c'est très propre, c'est très professionnel, et quand on pense que la personne n'était pas du tout eu une formation de réalisateur ou sur le traitement d'image, etc., j'applaudis des deux mains. Voilà. Donc sur le site web du Planétarium de Nantes. C'est ça. Eh bien écoutez, merci beaucoup. Les éphémérides radio de Ciel Espace s'achèvent pour ce mois-ci. Merci à Cyril Birnbaum et à Sébastien Fontaine. Merci à Nicolas Franco qui a réalisé cette émission. Elle était présentée comme chaque mois par David Fossé. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette émission, faites-la connaître, et bien sûr, songez à vous abonner ou vous réabonner à Ciel Espace. Bonnes observations et à très bientôt à l'écoute de nos podcasts.